Une ours s'est retrouvée enchaînée au rail d'un train. À ses côtés, ses petits avaient également été abandonnés. Le sol autour vibrait sous le désespoir des animaux. La fin approchait avec le train, dans cette histoire bouleversante. Avant d'entendre parler de cette cruauté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le rugissement du train a déchiré le silence de l'aube dans les Alpes, résonnant à travers la vallée enneigée comme un présage sinistre. Camille Dubois, une photographe animalière de renommée internationale, ajustait son appareil pour capturer le lever du soleil lorsque ses yeux ont repéré quelque chose d'inhabituel sur les rails au loin. À travers son téléobjectif, la scène qui se déroulait devant elle a glacé son sang plus encore que l'hiver rigoureux. Une ours brune et ses 3 petits étaient enchaînés au rail par des chaînes rouillées. Le désespoir dans le regard de la mère était palpable, même à distance. Camille n'a pas hésité une seconde. Elle a rangé son équipement dans son sac et s'est mise à courir vers les rails, ses pieds s'enfonçant dans la neige épaisse à chaque pas. Le train approchait inexorablement, ses lumières traversant la pénombre de l'aube. Alors qu'elle courait, son esprit analysait rapidement les détails de la scène. Les chaînes n'étaient pas là par hasard, elles étaient anciennes, placées intentionnellement. Quelqu'un avait planifié cela, et cette simple idée lui a retourné l'estomac. Le bruit du train devenait de plus en plus fort, et Camille pouvait sentir les vibrations sur les rails à travers ses bottes. En s'approchant, elle remarqua que l'ours l'observait, avec un mélange de peur et de résignation. C'était un regard que Camille n'oublierait jamais. Il n'y avait aucune agressivité, seulement une profonde tristesse maternelle. Les petits, encore très jeunes, se blottissaient contre le corps de leur mère, tremblant non seulement de froid, mais aussi de terreur. Avec des mains tremblantes à cause du froid et de l'adrénaline, Camille examina les chaînes. C'étaient de vieilles serrures, mais solides. Dans son sac à dos, elle transportait toujours un kit d'outils de base, une précaution nécessaire pour quelqu'un qui passe autant de temps dans la nature sauvage. Le train se rapprochait de plus en plus, son klaxon résonnant à travers la vallée comme un cri d'avertissement. Camille travailla frénétiquement sur les serrures, ses mains protégées par des gants épais qui gênaient la précision nécessaire. La sueur coulait sur son visage malgré le froid intense. L'ours, étonnamment, restait calme, comme si elle comprenait que cette humaine était là pour l'aider. La première serrure céda, avec un claquement métallique. Camille passa à la seconde, ses doigts endoloris par l'effort. Le train était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de ses phares dans son dos. La deuxième serrure s'ouvrit, puis la troisième. Avec un dernier effort désespéré, Camille libéra la dernière chaîne. L'ours, désormais libre, saisit un de ses petits avec sa gueule et s'éloigna rapidement des rails. Camille, sans hésiter, prit les 2 autres petits dans ses bras. Le train n'était qu'à quelques mètres lorsqu'elle se jeta sur le côté, roulant dans la neige avec les petits oursons protégés dans son étreinte. Le train passa comme un tonnerre métallique, laissant un nuage de neige dans son sillage. Lorsque la poussière blanche se dissipa, Camille se retrouva face à face avec l'ours qui était revenu chercher ses autres petits. Mais il n'y avait aucune hostilité dans son regard, seulement une connexion profonde et inexplicable entre 2 mères protectrices, même si l'une d'elles n'avait pas d'enfant à elle. Les oursons coururent vers leur mère, qui les accueillit avec de doux coups de langue réconfortants. La famille d'ours s'éloigna lentement vers la forêt, mais avant de disparaître parmi les arbres, l'ours s'arrêta et regarda en arrière, ses yeux rencontrant une fois de plus ceux de Camille. C'était un regard de gratitude qui transcendait les barrières entre les espèces. Camille resta assise dans la neige pendant quelques minutes, son cœur battant encore la chamade, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les chaînes abandonnées sur les rails racontaient une histoire sinistre qui devait être examinée. Quelqu'un avait planifié cela et elle était déterminée à découvrir qui et pourquoi. Se relevant, Camille photographia les chaînes et les environs, documentant chaque détail qui pourrait servir de preuve. Son voyage en tant que photographe de la vie sauvage venait de prendre un tournant inattendu. Ce qui avait commencé comme une journée de travail ordinaire allait se transformer en une mission pour protéger non seulement cette famille d'ours, mais toute la faune de la région. Camille retourna au petit village de Val d'été, avec les preuves photographiques et les chaînes rouillées dans son sac à dos. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'elle poussa la porte du café local, le Pain Rustique, où les habitants se réunissaient chaque matin. La clochette au-dessus de la porte tinta,
annonçant son arrivée et plusieurs têtes se tournèrent vers elle. L'établissement était tenu par Marguerite Leblanc, une dame de 60 ans qui connaissait tous les secrets et les histoires de la région. Son café était un lieu de rencontre où les nouvelles circulaient aussi vite que l'arôme du pain frais et du café fraîchement moulu. Marguerite était derrière le comptoir lorsque Camille entra et elle remarqua immédiatement l'expression troublée sur le visage de la photographe. « Camille, ma chérie, on dirait que tu as vu un fantôme », commenta Marguerite tout en préparant une tasse du café spécial de la maison. « Il s'est passé quelque chose pendant la séance photo ?» Camille posa son sac à dos sur le comptoir et raconta les événements du matin, sa voix tremblant légèrement en revivant l'expérience. Le café devint progressivement silencieux à mesure que les autres clients se rapprochaient pour écouter son histoire. Parmi eux se trouvait Thomas Moreau, le vétérinaire local et directeur du sanctuaire de la faune de Val-d'Été. « C'est très grave », déclara Thomas, examinant les chaînes que Camille avait apportées. « Ces derniers mois, nous avons accueilli quelques animaux blessés au sanctuaire, mais rien d'aussi explicite que cela. Quelqu'un s'attaque délibérément à notre faune. » Élodie Martin, une adolescente locale qui fréquentait toujours le café avant l'école, semblait particulièrement touchée par l'histoire. Camille remarqua comment la jeune fille pâlit et ses mains se mirent à trembler autour de sa tasse de chocolat chaud. Il y avait quelque chose dans sa réaction qui semblait déplacée. « Élodie, ça va ?» demanda Camille avec douceur, observant comment la jeune fille évitait tout contact visuel. « J'ai juste été impressionnée par l'histoire. » répondit rapidement Élodie en attrapant son sac à dos. « Je dois aller en cours. » Thomas et Camille échangèrent des regards significatifs en voyant Élodie quitter précipitamment le café. Il y avait quelque chose de suspect dans son comportement, mais pour l'instant, ils avaient des questions plus urgentes à régler. « Camille, tu dois voir quelque chose au sanctuaire, » dit Thomas en baissant la voix. « Ces derniers mois, nous avons accueilli 3 ours avec des blessures similaires, des marques de chaîne et des signes de captivité. Nous soupçonnons que quelqu'un essaie de capturer et de dresser des ours illégalement, mais nous n'avions pas de preuves concrètes jusqu'à présent. Le sanctuaire se trouvait à la périphérie de la ville, un complexe bien organisé dédié à la réhabilitation des animaux sauvages. Pendant le trajet, Thomas expliqua qu'il y avait un schéma dans les cas. Les animaux montrèrent des signes d'avoir été gardés en captivité pendant de courtes périodes avant d'être abandonnés ou, dans le cas le plus récent, délibérément blessés. En arrivant au sanctuaire, ils furent accueillis par Léane Guyenne, la vétérinaire assistante, qui s'occupait d'un ourson secouru la semaine précédente. Le petit animal présentait des marques similaires à celles que Camille avait vues ce matin-là. « Ce qui est le plus inquiétant, » expliqua Léa en montrant les dossiers médicaux, « c'est que ces blessures semblent avoir été causées par des équipements de cirque. Quelqu'un essaye de dresser ces animaux pour une sorte de spectacle. » Camille photographia toute la documentation, son instinct journalistique se mêlant à sa passion pour la préservation de la vie sauvage. Alors qu'elle examinait les images sur son appareil, un souvenir soudain la frappa. Elle avait vu des affiches d'un cirque itinérant dans les environs quelques semaines auparavant. « Thomas, tu te souviens du cirque étoile qui est passé en ville le mois dernier ?» demanda Camille, une théorie commençant à se former dans son esprit. « Oui, mais ils n'avaient pas de numéro avec des animaux dans leur spectacle, » répondit Thomas en fronçant les sourcils. « Peut-être pas officiellement, » suggéra Camille, « mais et si quelqu'un préparait quelque chose en coulisses? Nous devons enquêter sur ce lien. » Alors qu'ils discutèrent des possibilités, Camille ne pouvait chasser de son esprit la réaction d'Élodie au café. Il y avait quelque chose dans l'expression de l'adolescente qui suggérait plus qu'un simple choc. Cela ressemblait à de la culpabilité, ou peut-être à de la peur. La photographe décida qu'elle devrait aborder la jeune fille avec précaution, car elle pourrait être la clé pour résoudre tout le mystère. La journée avançait, et avec elle grandissait la détermination de Camille à découvrir la vérité. L'ours et ses petits avaient touché quelque chose de profond dans son cœur, et elle ne se reposerait pas avant d'être sûre qu'aucun autre animal ne subirait une telle épreuve. Mais en assemblant les pièces du puzzle, Camille ne se doutait pas que la vérité serait encore plus surprenante et complexe qu'il n'y paraissait à première vue. Le lendemain matin, Camille décida de commencer son enquête par l'école locale, où Élodie étudiait. Elle arriva pendant la récréation, observant les adolescents dans la cour recouverte de neige. Élodie était assise seule sur un banc, jouant distraitement avec son téléphone, lorsque Camille s'approcha. « Je peux m'asseoir » demanda Camille doucement,
Remarquant que la jeune fille sursauta à sa présence, Élodie acquiesça hésitamment, rangeant son téléphone dans la poche de son manteau. De près, Camille pouvait voir des cernes sous les yeux de l'adolescente, des signes évidents de nuit blanche. « Tu sais, Élodie, parfois porter un secret peut être plus lourd que tous les cartables réunis », commenta Camille, regardant l'horizon enneigé. « Surtout quand ce secret implique quelque chose qui fait du mal à d'autres êtres vivants. » Les yeux d'Élodie se remplirent de larmes. « Tu ne comprends pas, murmura-t-elle. Je voulais en parler, mais c'est compliqué. Essaie de m'expliquer, encouragea Camille avec douceur. Élodie prit une profonde inspiration avant de commencer. Mon oncle Richard, il était dresseur de cirque en Europe. Quand il est revenu ici, il a commencé à parler de la façon dont nous pourrions gagner de l'argent en dressant des ours pour des spectacles privés. Il disait que ce serait notre secret, quelque chose de spécial entre nous. L'histoire s'est déroulée comme une pelote de laine. Richard Dubois, le frère de la mère d'Élodie, était revenu à Val d'été 6 mois auparavant, apportant avec lui de grands rêves et des méthodes douteuses. Il avait convaincu Élodie et quelques-uns de ses amis de l'aider, promettant que ce serait une expérience éducative unique. Au début, cela semblait excitant, poursuivit Élodie, sa voix tremblante. Il disait qu'il aidait les ours, qu'ils auraient une meilleure vie avec nous. Mais ensuite sont venues les blessures, les chaînes. Camille écoutait attentivement, le cœur serré. Élodie expliqua comment son oncle avait loué un ancien hangar près de la ville, le transformant en un centre de dressage improvisé. Lorsque les ours se montraient difficiles à dresser, Richard devenait de plus en plus agressif. Hier soir, après avoir entendu son histoire au café, je n'ai pas pu dormir, avoua Élodie. Cet ours, c'était l'oncle Richard. Il était furieux parce qu'elle ne coopérait pas, disait qu'elle gâchait tout. Camille posa une main réconfortante sur l'épaule d'Élodie. Tu n'es pas responsable de ces actes, Élodie. Mais maintenant, tu as la chance de faire ce qui est juste. Il y a plus, dit Élodie, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. Il prépare quelque chose de gros pour le week-end prochain. Une représentation privée pour quelques hommes d'affaires riches venus d'ailleurs. Il a capturé 2 jeunes ours la semaine dernière. Cette révélation fit se redresser Camille sur le banc. Il devait agir vite, mais avec prudence. Richard Dubois n'agissait pas seul. Il y avait un réseau plus large impliqué, avec des acheteurs prêts à payer pour un divertissement illégal, impliquant des animaux sauvages. Élodie, j'ai besoin que tu me dises tout sur ce hangar et sur les plans de ton oncle, demanda Camille. Mais d'abord, allons parler à quelques personnes qui pourraient nous aider. Les deux se dirigèrent vers l'école, où Camille expliqua la situation à la directrice, Jeanne Fontaine. L'éducatrice expérimentée contacta immédiatement les parents d'Élodie et les autorités compétentes. En quelques heures, une réunion d'urgence fut organisée dans le bureau de la directrice. Le père d'Élodie, Marc Moreau, arriva visiblement bouleversé. « Je n'arrive pas à croire que Richard ferait une chose pareille », murmura-t-il en serrant sa fille dans ses bras. « J'ai toujours su qu'il était excentrique, mais ça... » Camille observait la scène familiale se dérouler, réalisant que cette histoire avait de nombreuses facettes. Il ne s'agissait pas seulement de protéger les animaux, mais aussi de liens familiaux, de confiance trahie et du courage de faire ce qui est juste, même lorsque cela signifie affronter ceux que nous aimons. Pendant que les adultes discutaient des prochaines étapes, Élodie restait silencieuse, mais sa posture avait changé. Le poids du secret avait été enlevé de ses épaules, et maintenant, elle semblait déterminée à aider à corriger les erreurs qui avaient été commises. L'après-midi avançait, et avec chaque nouveau détail révélé, le plan pour arrêter Richard Dubois et son opération illégale commençait à prendre forme. Camille savait qu'il devrait agir rapidement, non seulement pour les ours déjà captifs, mais aussi pour empêcher que davantage d'animaux sauvages ne deviennent victimes de ce schéma cruel. Le soleil commençait à se coucher lorsque Camille, accompagnée de Thomas Moreau du sanctuaire et de 2 agents de la protection environnementale, suivit les indications d'Élodie jusqu'au hangar abandonné. La construction était cachée dans une vallée reculée, entourée de pins couverts de neige. De loin, elle semblait n'être qu'une structure abandonnée de plus dans le paysage alpin, mais en s'approchant, les sons étouffés de grognements révélaient sa véritable nature. « C'est ici », murmura Camille, reconnaissant l'endroit grâce aux descriptions détaillées d'Élodie. Le hangar a une entrée principale et une porte latérale qui mène à l'arrière.
Thomas vérifia son équipement de tranquillisation, des fléchettes avec des sédatifs sûrs pour les ours, préparés spécialement pour cette opération. « Nous devons être extrêmement prudents », avertit-il. « Les ours stressés sont imprévisibles, même en captivité. » Les agents environnementaux, petits et roux, se positionnèrent stratégiquement, tandis que Camille enregistrait tout avec sa caméra. Le moment exigeait une documentation précise, non seulement à des fins légales, mais aussi pour sensibiliser le public au trafic d'animaux sauvages. En s'approchant de la structure, le groupe put entendre des voix provenant de l'intérieur. Richard Dubois n'était pas seul, il y avait au moins 2 autres personnes avec lui, discutant vivement de chiffres et de spectacles. « Le spectacle doit être parfait pour samedi. » La voix grave de Richard résonna à travers les murs de l'entrepôt. Les acheteurs paient une fortune pour voir quelque chose d'extraordinaire. Camille sentit son estomac se retourner en entendant le ton commercial avec lequel il parlait des animaux. À travers une fente dans le mur, elle aperçut l'intérieur de l'entrepôt. 3 grandes cages occupèrent l'espace central, chacune contenant un jeune ours. Des équipements de cirque improvisés étaient dispersés un peu partout, des plateformes, des cerceaux et d'autres accessoires qui révélaient les véritables intentions de Richard. Thomas fit un signe silencieux, et le groupe se divisa, se préparant à l'intervention. Camille continua de photographier, son cœur battant la chamade alors qu'elle documentait chaque détail de l'opération illégale. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Une silhouette familière émergea des ombres de l'entrepôt. C'était Marguerite Leblanc, la propriétaire du café. Sa présence ici était déconcertante, jusqu'à ce que Camille entende sa voix tremblante. « Richard, cela doit cesser. Je ne peux plus couvrir tes activités. »« Marguerite, tu ne comprends pas, » répondit Richard, sa voix mêlant supplication et menace. « C'est plus grand que nous tous. Les acheteurs ne sont pas des gens avec qui on peut jouer. » La révélation frappa Camille comme un éclair. Marguerite avait été une complice silencieuse tout ce temps, probablement à cause d'une forme de chantage ou de pression. La complexité de la situation augmentait à chaque instant. Thomas fit un autre signe, et les agents se préparèrent à entrer. Mais avant qu'ils ne puissent agir, l'un des jeunes ours commença à s'agiter violemment dans sa cage, secouant les barreaux avec une force surprenante. Le bruit attira l'attention de tous dans l'entrepôt. « Calmez cet animal !» cria Richard, courant vers la cage avec une canne de dressage. C'est à ce moment que Camille remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'ours agité était l'un des oursons qu'elle avait sauvé des rails. D'une manière ou d'une autre, Richard avait réussi à le recapturer. Marguerite profita de la confusion pour se placer entre Richard et la cage. « Ça suffit !» s'exclama-t-elle, sa voix ferme résonnant dans l'entrepôt. « Je ne te laisserai pas faire de mal à un autre animal. » La tension dans l'air était palpable. Richard, la canne toujours levée, fixait Marguerite avec un mélange de colère et d'incrédulité. Les 2 autres hommes, que Camille reconnaissait maintenant comme d'anciens employés du cirque itinérant, semblaient indécis sur la manière de procéder. Thomas profita de ce moment d'hésitation pour donner le signal final. Les agents entrèrent simultanément par les 2 portes, leurs présences autoritaires remplissant l'espace. « Halte ! Protection de l'environnement !» Le chaos qui s'ensuivit fut maîtrisé avec une précision professionnelle. Richard et ses complices, pris par surprise, n'opposèrent aucune résistance significative. Marguerite, tremblante mais soulagée, commença immédiatement à se confier aux agents, révélant tout ce qu'elle savait sur l'opération. Camille continua à photographier, capturant chaque moment de l'intervention, mais ses pensées étaient avec l'ourson qu'elle avait reconnu. Son regard croisa celui de l'animal, et à cet instant, elle fut certaine. Sa mission était loin d'être terminée. Qu'il restait encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que ces animaux soient correctement réhabilités et que justice soit rendue. Le lendemain matin de l'opération, Val d'été se réveilla à une réalité transformée. Le café de Marguerite était temporairement fermé avec un simple avis sur la porte. Fermé pour rénovation intérieure, une métaphore involontaire pour les événements en cours. Camille était assise dans une salle de réunion au centre communautaire où une force opérationnelle improvisée s'était établie. Les murs étaient couverts de ses photographies, de documents et d'un diagramme complexe montrant les connexions entre tous les impliqués. Thomas organisait les rapports vétérinaires des ours secourus, tandis qu'Élodie, qui avait insisté pour participer, aidait à organiser les informations. « Nous devons comprendre comment tout cela a commencé »,
dit Petit, l'agent environnemental, en étudiant les documents éparpillés sur la table. Marguerite a accepté de coopérer pleinement, et son récit commence à révéler une image plus large. Marguerite entra dans la pièce à ce moment-là, semblant avoir vieilli de 10 ans en un jour. Elle s'assit lourdement sur une chaise et commença à parler. Tout a commencé il y a 8 mois, quand Richard est revenu en ville. Il était différent, parlant de grandes opportunités et de connexions importantes. Au début, je pensais que c'était juste des paroles en l'air, mais ensuite, il a commencé à recevoir des appels de personnes influentes, des hommes d'affaires de grandes villes. Camille écoutait attentivement tout en photographiant chaque nouveau document qui apparaissait. Marguerite continua. Richard est venu me voir parce qu'il avait besoin d'un endroit pour tenir des réunions discrètes. Le café, étant un point de rencontre naturel de la ville, était parfait pour cela. Je ne savais pas pour les ours au début, je le jure. Quand je l'ai découvert, il avait déjà suffisamment d'informations pour m'impliquer aussi. Élodie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, l'interrompit. Oncle Richard parlait toujours d'un certain monsieur Noirbois. Il disait qu'il était la clé de tout. Le nom provoqua une réaction immédiate chez Petit. Alexandre Noirbois, le magnat du divertissement. Cela expliquerait beaucoup de choses, commenta Thomas, reliant les points dans son esprit. Noirbois a une réputation dans le circuit du divertissement privé de luxe. Il y a des rumeurs sur ses fêtes exclusives, avec des attractions peu conventionnelles. Camille commença à réaliser qu'ils étaient face à quelque chose de bien plus grand qu'un simple schéma local d'exploitation animale. C'était un réseau sophistiqué qui reliait le petit village de Val-d'Été à un monde de divertissement illégal de haut niveau. « Marguerite » demanda doucement Camille, « avez-vous encore les comptes rendus des réunions qui ont eu lieu au café ?» La dame acquiesça, sortant un petit carnet de son sac. « J'ai tout noté. Date, nom codé, montant discuté. » C'était ma façon de me sentir moins impuissante, je suppose. Alors qu'ils examinaient le carnet, une histoire plus claire commença à émerger. Richard avait été recruté par Noirbois pour établir un centre de formation discret à Val-d'Été. La petite ville isolée était parfaite, loin des regards des autorités, avec un accès facile à la vie sauvage. Élodie, qui était restée pensive, se leva soudainement. « Il y a autre chose, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Sur le téléphone de l'oncle Richard, j'ai vu des emails. Il prévoyait d'étendre l'opération. Val-d'Été ne serait que le début. La révélation provoqua un lourd silence dans la pièce. L'ampleur de ce qu'ils avaient découvert était effrayante, mais elle offrait aussi une opportunité unique de démanteler un réseau bien plus vaste d'exploitation animale. Camille observa par la fenêtre la neige qui recommençait à tomber sur Val-d'Été. Les ours secourus étaient en sécurité dans le sanctuaire maintenant, mais plus ils découvraient, plus il devenait clair que leur travail ne faisait que commencer. « Nous devons agir avec intelligence », déclara Petit en organisant les documents. « Nous avons suffisamment de preuves pour commencer, mais nous devons être stratégiques. Noirbois est puissant et a des connexions importantes. » Marguerite, qui semblait avoir retrouvé un peu de sa force, ajouta « Je suis prête à témoigner. J'ai porté ce poids bien trop longtemps. » Le groupe a travaillé jusqu'au crépuscule, construisant un dossier solide. Chaque photographie de Camille, chaque note de Marguerite, chaque souvenir d'Élodie, toutes les pièces s'emboîtaient dans un puzzle plus vaste qui révélait une vérité troublante sur la façon dont la cupidité pouvait corrompre même les communautés les plus paisibles. 2 semaines s'étaient écoulées depuis les premières arrestations. L'hiver dans les Alpes restait rigoureux, mais au sein du sanctuaire de la vie sauvage du Val-d'Été, une chaleur de renouveau se répandait. Camille passait ses matinées à photographier la récupération des ours secourus, documentant chaque petit progrès dans leur parcours de guérison. Le petit qu'elle avait reconnu dans l'entrepôt, maintenant affectueusement nommé Espoir par le personnel du sanctuaire, montrait des signes particuliers de rétablissement. Thomas avait remarqué quelque chose d'extraordinaire dans son comportement. Malgré le traumatisme subi, l'animal conservait une curiosité douce envers les humains qui le soignaient. « C'est comme s'il se souvenait », commenta Thomas un matin, observant Espoir à travers la vitre d'observation. « Il sait faire la différence entre ceux qui blessent et ceux qui aident. » Élodie était devenue une présence constante au sanctuaire, consacrant toutes ses heures libres à aider à la récupération des animaux. Sa transformation était remarquable, d'une adolescente accablée par la culpabilité à une jeune femme déterminée à faire la différence. « Tu sais, dit-elle à Camille tout en aidant à préparer la nourriture des ours,
Je n'aurais jamais imaginé qu'une erreur aussi grave puisse mener à quelque chose de positif. J'ai décidé que je veux étudier la médecine vétérinaire, me spécialiser dans la vie sauvage. L'affaire avait attiré l'attention nationale. Des journalistes de grands médias commençaient à arriver au Val d'été, attirés par l'histoire de corruption, de rédemption et d'espoir. Camille, avec ses photographies documentant tout le voyage, est devenue une porte-parole non officielle de la cause. Marguerite a transformé son café en un centre informel d'éducation environnementale. Les murs, autrefois décorés de vieilles photos de la ville, affichaient maintenant des images des ours en convalescence et des informations sur la préservation de la faune. L'établissement était devenu un symbole de la transformation de la communauté. Parfois, nous devons affronter notre propre obscurité pour trouver la lumière, a réfléchi Marguerite en servant un café à Camille un après-midi. Cette ville ne sera plus jamais la même, et c'est une bonne chose. L'enquête sur Alexandre Noirbois continuait d'avancer. Les preuves fournies par Marguerite et les aveux de Richard avaient ouvert des portes à une enquête fédérale plus large. Le magnate du divertissement, qui s'était toujours considéré intouchable, commençait à sentir l'étau se resserrer. Un après-midi particulièrement significatif, Camille a reçu un appel qui allait tout changer. C'était d'un magazine de conservation environnementale de renommée internationale. Il voulait publier sa série photographique complète, depuis le sauvetage sur les rails jusqu'à la convalescence au sanctuaire. « Nous ne voulons pas seulement les photos », a expliqué l'éditrice. « Nous voulons l'histoire complète. Les gens doivent comprendre comment une petite ville s'est unie pour faire face à quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. » Pendant ce temps, au sanctuaire, quelque chose d'extraordinaire se produisait. L'ours que Camille avait sauvé des rails avait été aperçu aux alentours, ses 3 petits, dont Espoir, maintenant réunis. Elle avait trouvé un moyen de communiquer avec son petit, à travers la clôture du sanctuaire. C'est comme si elle attendait le bon moment, observa Thomas, ému. Elle sait qu'il est en sécurité ici, qu'il se rétablit, mais elle ne veut pas qu'il oublie ses origines. La scène a inspiré Camille à créer sa photographie la plus marquante à ce jour, l'image de l'ours et d'Espoir séparés par la clôture, leur museau presque en contact, avec la neige tombant doucement autour. La photo capturait parfaitement l'équilibre délicat entre nature et intervention humaine, entre liberté et protection. Val d'été était en train de changer, d'évoluer. L'affaire des ours avait éveillé quelque chose dans la communauté, une conscience collective sur l'importance de la préservation et de la responsabilité partagée. Des groupes d'études sur la vie sauvage ont commencé à se former et des projets d'éducation environnementale ont été intégrés au programme scolaire. Elodie, en particulier, était devenue une leader parmi les jeunes de la ville. Elle avait organisé un groupe d'étudiants bénévoles qui aidaient au sanctuaire les week-ends, transformant son expérience douloureuse en une force motrice pour des changements positifs. L'été était arrivé dans les Alpes, apportant avec lui non seulement l'épanouissement de la nature, mais aussi le point culminant de l'enquête qui avait commencé ce jour fatidique d'hiver. Camille, maintenant reconnue nationalement pour son travail photographique et son activisme, était de retour à Val d'été pour ce qui s'annonçait comme un moment décisif. La petite ville était méconnaissable. Ce qui était autrefois un endroit endormi dans les montagnes grouillait maintenant d'activité. Des journalistes, des écologistes et des curieux remplissaient les rues, tous attendant la grande annonce qui allait être faite. Dans le sanctuaire, la transformation était encore plus évidente. Ce qui avait commencé comme un modeste centre de réhabilitation s'était transformé en un complexe d'éducation et de conservation de renommée mondiale. Thomas, maintenant directeur exécutif, avait du mal à contenir son enthousiasme en guidant Camille à travers le nouveau centre des visiteurs. « Tout cela a commencé grâce à toi, Camille », dit-il, ému. Une photographe courageuse et une famille d'ours ont tout changé. Camille sourit, mais ses pensées étaient avec Espoir et sa mère. Le jeune ours était devenu le symbole de la résilience et de la connexion entre les humains et la vie sauvage. Son histoire de séparation et de retrouvailles avec sa mère avait touché des cœurs à travers le monde. « Comment vont-ils » demanda Camille, impatiente de voir les ours qui avaient initié tout ce voyage. Thomas la conduisit vers une nouvelle zone du sanctuaire, un vaste enclos qui s'étendait jusqu'à la forêt. « Voyez par vous-même » dit-il, en pointant une clairière proche. Là se trouvait Espoir, maintenant presque adulte, jouant avec ses frères et sœurs sous le regard attentif de sa mère.
La scène était de pure joie et de liberté, un témoignage vivant du pouvoir de la préservation et des soins. « Nous sommes prêts pour la dernière étape », expliqua Thomas. « La réintroduction complète dans la nature. Espoir et sa famille seront les premiers. » Le cœur de Camille se remplit d'émotion. Elle leva sa caméra, capturant le moment où Espoir la regarda directement, comme s'il reconnaissait la femme qui avait changé son destin. Mais la journée ne faisait que commencer. Au centre-ville, une conférence de presse était en préparation. Marguerite, Élodie et les agents fédéraux étaient tous présents, prêts à faire l'annonce qui changerait le cours de la lutte contre l'exploitation des animaux sauvages. Camille prit sa place à leur côté, sa caméra prête à documenter ce moment historique. L'agent Petit prit le micro. Après des mois d'enquête intensive, c'est avec une grande satisfaction que nous annonçons. Alexandre Noirbois a été inculpé pour de multiples accusations de trafic d'animaux, de cruauté et de constitution d'une organisation criminelle. La foule éclata en applaudissements et en cris de joie. Élodie, debout à côté de Camille, lui serra la main, des larmes de soulagement et de bonheur dans les yeux. Marguerite prit ensuite la parole. Val d'été a appris une leçon précieuse. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à l'injustice, qu'elle soit envers les humains ou les animaux. Aujourd'hui, nous nous engageons à être les gardiens de la nature qui nous entoure. La conférence de presse se poursuivait, détaillant comment l'enquête avait mis au jour un réseau international de trafic illégal d'animaux sauvages. La chute de Noirbois n'était que le début. Des dizaines d'arrestations étaient en cours à travers le monde à ce moment précis. Camille observait tout à travers son objectif, capturant l'émotion, le triomphe et la promesse d'un avenir meilleur à chaque clic de son appareil photo. Mais son esprit vagabondait vers le sanctuaire, vers Espoir et sa famille, symbolisant tout ce pourquoi ils avaient lutté. Lorsque la conférence de presse prit fin, Camille s'éloigna de la foule, marchant vers la forêt. Elle trouva un endroit calme, avec une vue sur les montagnes et la vallée où tout avait commencé. Elle prit une dernière photo de la journée, le soleil couchant sur le Val d'été, projetant une lumière dorée sur le paysage transformé. À ce moment-là, Camille comprit que son voyage, tout comme celui d'Espoir, ne faisait que commencer. L'histoire qu'elle avait capturée avec son appareil photo était plus qu'un récit d'injustice et de rédemption. C'était un appel à l'action, un rappel du pouvoir que chaque individu a de faire la différence. 1 an s'était écoulé depuis la conférence de presse historique au Val d'été. L'automne peignait les montagnes des Alpes de tons dorés et rouges, créant un paysage à couper le souffle que Camille capturait avec son appareil photo. Elle était de retour en ville pour un événement spécial, l'inauguration du Centre de conservation et d'éducation environnementale du Val d'été. Le centre, construit sur le site de l'ancien hangar où les ours avaient été maintenus en captivité, était un symbole puissant de transformation. Camille parcourut les couloirs, admirant les expositions qui racontaient l'histoire de la ville, des ours et du changement qui avait balayé la région. Élodie, désormais une étudiante en médecine vétérinaire prometteuse, guidait un groupe d'enfants à travers l'exposition principale. Son visage brillait d'enthousiasme alors qu'elle expliquait l'importance de la préservation de la vie sauvage. « Et ici, » dit Élodie s'arrêtant devant une grande photographie encadrée, « nous avons le moment qui a tout changé. Voici Espoir, libéré dans la nature avec sa famille. » La photo prise par Camille montrait Espoir et sa mère entrant dans la forêt, enfin libres. C'était une image puissante de rédemption et d'espoir. Marguerite s'approcha de Camille, lui offrant une tasse de café. « Qui aurait cru que ce matin froid changerait nos vies à jamais ?» réfléchit-elle. Camille hocha la tête, prenant une gorgée de café. Parfois, il suffit d'une étincelle pour allumer un feu de changement. Le centre était rempli de visiteurs, des habitants locaux, des touristes et des journalistes, tous impatients de témoigner de la transformation de Val d'été. Thomas, désormais un conservateur renommé, était sur le point de prononcer un discours d'ouverture. « Bienvenue à notre nouveau centre de conservation et d'éducation environnementale », commença Thomas, sa voix empreinte de fierté. « Ce lieu représente non seulement notre dévouement à la vie sauvage, mais aussi notre croyance en la puissance de la communauté et de la rédemption. » Alors que Thomas parlait, Camille remarqua une agitation au fond de la salle. Des agents fédéraux sont entrés discrètement, accompagnés d'un homme menotté, Alexandre Noirbois. Une partie de sa sentence incluait le fait de témoigner des résultats positifs de ses actions négatives.
Le visage de Noirbois n'était pas marqué par la colère ou le ressentiment, mais par une expression de stupéfaction et peut-être une touche de regret. Il observait en silence les expositions qui détaillaient la souffrance causée par sa cupidité, mais aussi l'incroyable résilience de la nature et de la communauté. Camille s'approcha de lui, son appareil photo capturant le moment où leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé, juste un regard qui en disait plus qu'aucune conversation n'aurait pu. Après le discours, Camille fut invitée à monter sur scène. Elle hésita un instant. Elle avait toujours préféré rester derrière l'objectif. Mais cette fois, elle savait qu'elle devait partager sa voix. « Quand j'ai pris cette première photo d'Espoir et de sa mère sur les rails du train, commença Camille, sa voix tremblant légèrement, je n'avais aucune idée que je capturais le début d'une révolution. Chacun de nous a le pouvoir de faire la différence, d'être la voix de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Pendant qu'elle parlait, des images de son parcours étaient projetées derrière elle. Les ours enchaînés, le sauvetage dramatique, la récupération au sanctuaire et enfin la libération. Chaque photo racontait une histoire de désespoir, d'espoir et de triomphe. Val d'Été n'est plus seulement une ville, conclut Camille. C'est un modèle de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons pour une cause plus grande que nous-mêmes. Après l'événement, Camille se dirigea vers la lisière de la forêt, le même endroit où elle avait pris cette photo du coucher de soleil 1 an auparavant. Cette fois, elle captura le lever du soleil, symbolisant un nouveau départ non seulement pour Val d'Été, mais aussi pour tous ceux qui avaient été touchés par cette histoire. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'inauguration du Centre de conservation et d'éducation environnementale de Val d'Été. La petite ville des Alpes, autrefois connue uniquement pour ses paysages pittoresques, était désormais un phare d'espoir pour les conservationnistes et les amoureux de la nature du monde entier. Camille Dubois, désormais une photographe et activiste environnementale de renommée internationale, conduisait son pick-up hybride sur la route sinueuse menant à Val d'Été. L'automne peignait les montagnes de teintes vibrantes de rouge, d'orange et de doré, créant un paysage qui lui coupait encore le souffle, même après tant de visites. En approchant de la ville, Camille remarqua des changements subtils, mais significatifs. Des panneaux solaires ornèrent les toits de nombreuses maisons et commerces. L'ancienne station-service s'était transformée en une borne de recharge pour véhicules électriques. Val d'Été n'était pas seulement un modèle de conservation, mais aussi de durabilité. Le centre de conservation, autrefois un modeste bâtiment, occupait désormais un complexe impressionnant à la périphérie de la ville. Camille gara son véhicule et fut accueillie par une figure familière, Élodie Martin, désormais docteur Élodie Martin, directrice de la recherche au centre. « Camille !» s'exclama Élodie en embrassant son amie. « Nous attendions votre arrivée avec impatience. Nous avons tant de nouveautés à vous montrer. » Les deux femmes marchèrent à travers le centre, passant devant des groupes d'étudiants enthousiastes et de chercheurs concentrés. L'endroit vibrait d'énergie et de détermination. « Notre programme de réintroduction s'est considérablement élargi, » expliqua Élodie, guidant Camille à travers un nouveau secteur du complexe. « Maintenant, nous ne travaillons plus seulement avec les ours, mais avec plusieurs espèces menacées de la région. » Camille observait tout avec les yeux d'une photographe et d'une activiste, remarquant les détails qui racontaient une histoire de progrès et de dévouement. « Et comment va la population d'ours ?» demanda-t-elle pensant à Espoir. Élodie sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « Elle grandit et prospère. En fait, nous avons une surprise pour vous. » Elles se dirigèrent vers une zone d'observation donnant sur une vaste étendue de forêt préservée. Élodie pointa un endroit au loin. « Regardez à travers ses jumelles, » lui dit-elle. Camille obéit et sentit son cœur bondir. Là, dans une clairière de la forêt, se tenait un ours majestueux qu'elle reconnaîtrait n'importe où, Espoir. Mais Espoir n'était pas seul. À ses côtés, jouant insouciamment, se trouvaient 2 petits. « Espoir est mère maintenant, » expliqua doucement Élodie. « Elle représente la 3e génération depuis que nous avons commencé notre travail ici. C'est la preuve vivante que nos efforts font une différence. » Camille abaissa ses jumelles, les yeux embués. L'image d'Espoir, autrefois un petit effrayé coincé sur les rails du train, maintenant une mère forte et libre, était trop puissante pour les mots. « Mais ce n'est pas tout, » poursuivit Élodie, conduisant Camille vers le bâtiment principal. L'impact de Val d'Été s'est étendu bien au-delà de nos frontières. Dans le hall principal,
Un grand écran affichait une carte du monde interactive. Des points lumineux marquaient des endroits sur tous les continents. Chacun de ces points représente un projet de conservation inspiré par l'histoire de Val d'été, expliqua Élodie. Des communautés du monde entier reproduisent notre modèle, l'adaptant à leurs besoins locaux. Camille fut émerveillée. Ce qui avait commencé comme un acte de courage par une froide matinée d'hiver s'était transformé en un mouvement mondial. Et il y a plus, dit Élodie, un sourire énigmatique aux lèvres. Tu te souviens d'Alexandre Noirbois? Camille hocha la tête, se rappelant le magnate du divertissement dont la cupidité avait failli détruire Espoir et tant d'autres animaux. Eh bien, après avoir purgé sa peine, il a fait quelque chose d'inattendu, poursuivit Élodie. Il a donné toute sa fortune à des causes de conservation environnementale. Le fonds Noirbois finance désormais des projets de préservation à travers le monde. La nouvelle prit Camille par surprise. C'était un puissant rappel que la rédemption était possible, même dans les cas les plus improbables. Alors qu'elle se promenait dans le centre-ville, Camille remarqua une exposition consacrée à l'histoire de Val d'été. Ces photographies, depuis ce premier cliché dramatique sur les rails du train jusqu'aux images les plus récentes d'Espoir et de ses petits, racontaient une histoire de désespoir, d'espoir et de triomphe. « Tu sais, Camille, » dit Élodie, s'arrêtant devant une photo particulièrement frappante. Beaucoup de gens se demandent comment une petite ville au cœur des Alpes a pu lancer un mouvement mondial de conservation. La réponse est juste là dans cette image. La photographie montrait le moment où Camille, Thomas et les autres avaient libéré Espoir et sa mère pour les rendre à la nature. C'était une image de pure joie et liberté. C'était la combinaison parfaite de compassion, de courage et d'action, poursuivit Élodie. Tu n'as pas seulement documenté l'histoire, Camille, tu l'as changée. Camille sentit une vague d'émotion parcourir son corps. « Nous l'avons tous changé, » répondit-elle doucement. « Chaque personne qui a refusé de se taire, chaque bénévole qui a consacré son temps, chaque enfant qui a appris à aimer et à respecter la nature. C'était un effort collectif. » À la fin de la journée, Camille se retrouva une fois de plus à la lisière de la forêt, son appareil photo à la main. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur la vallée. Elle leva l'appareil, prête à capturer un autre moment magique. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur le déclencheur, un mouvement attira son attention. Espoir émergea de la forêt, ses deux petits jouant autour d'elle. L'ours s'arrêta un instant, regardant directement Camille. À cet instant, Camille abaissa son appareil photo. Certains moments, elle le savait, étaient trop précieux pour être capturés sur pellicule. Ils étaient faits pour être vécus, ressentis et gardés en mémoire. Alors qu'Espoir et ses petits disparaissaient à nouveau dans la sécurité de la forêt, Camille réfléchissait à l'incroyable voyage qu'une seule action courageuse pouvait initier. Val d'été n'était pas seulement une histoire de réussite en matière de conservation environnementale. C'était un témoignage de la puissance de la compassion, de la persévérance et de la croyance que chaque individu peut faire la différence. Le soleil s'était enfin couché, mais Camille savait que ce n'était pas une fin mais un commencement continu. Alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel des Alpes, elle fit une promesse silencieuse de poursuivre son combat, en inspirant d'autres à se joindre à la cause de la conservation et de l'harmonie entre les humains et la nature. L'héritage de Val d'été, d'Espoir et de tous ceux qui avaient fait partie de ce voyage extraordinaire continuerait à résonner à travers les générations, un rappel éternel que, lorsque nous nous unissons pour une cause plus grande que nous, il n'y a pas de limite au bien que nous pouvons accomplir.